D'accord, merci beaucoup. Alors, la transition peut apparaître pas très facile entre le discours de Gilles Rotillon et puis Serge Latouche, mais en fait, si, je pense que c'est assez simple. L'abstraction est fondamentale pour changer les choses, nous a dit Gilles Rotillon, et je pense que c'est ce que nous dit aussi Serge Latouche. Alors, quelles sont les deux questions qu'on se pose? Premier point, c'était pourquoi... Alors, la décroissance, c'est une sorte de nébuleuse, hein, c'est une sorte de monde très complexe avec différentes versions, etc., etc. Et à l'intérieur de ça, quand on considère le champ français, lui-même très bigarré, de la décroissance, eh bien, il y a quelque chose d'un peu spécifique qui est pourquoi il y a une pensée critique du développement, hein, une pensée de l'après-développement, et donc Serge Latouche est probablement l'auteur le plus représentatif de cette version-là. Et puis il y a une petite question annexe, une question annexe qui est, donc Serge Latouche, on va le voir, il se met dans une tradition qu'on peut qualifier de tradition culturaliste, et il nous dit en même temps, on a beaucoup parlé de Georges Scourogun déjà, la décroissance s'appuie aussi sur une autre racine, une autre filiation, qui est une filiation environnementaliste, plus naturaliste, hein, une critique écologiste en quelque sorte. Et la question qu'on se pose nous, c'est est-ce qu'il y a une cohérence possible finalement entre ces deux filiations, ces deux racines-là, la racine culturaliste et la racine environnementaliste, hein, l'autre façon de dire la question, c'est est-ce que Georges Scourogun et Ivan Illich peuvent avoir raison en même temps? Alors donc on s'est intéressé à Serge Latouche. Alors vous allez le voir, hein, c'est un premier travail, hein, on défriche un petit peu là pour essayer de comprendre finalement le parcours et le sens de ce qu'essaye de raconter Serge Latouche. Si vous voulez, quand je parle de Serge Latouche, souvent on dit ah oui, c'est Serge Latouche. Voilà. Comme si c'était, voilà, on avait déjà tout dit. Voilà. Alors moi je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il pense? Et donc c'est un peu ça notre travail, c'est comprendre qu'est-ce qu'il pense fondamentalement et quelle est sa visée à travers ce qu'il écrit. Donc on va revenir d'abord sur un premier temps sur son parcours, hein, essayer de voir notamment quelle est la cohérence qu'il y a entre le fait qu'on va le voir, Serge Latouche était un économiste du développement, et donc il est maintenant porte-parole de la décroissance. Donc comment il est passé, lui, à travers ces différents écrits, hein, de ces différentes positions. Dans un deuxième temps, donc on va se cristalliser sur l'invention de l'économie. Hein, on va voir que finalement, s'il a travaillé une chose pendant toute sa vie, dans toute son œuvre, c'est la question de l'invention de l'économie. Voilà, donc on va se pencher sur qu'est-ce qu'il veut dire par l'invention de l'économie. Ça va nous amener ensuite sur une autre notion centrale qui est l'imaginaire économique, hein, et Osgur nous montrera comment on essaye d'interpréter aujourd'hui cette notion-là, à travers, vous le verrez, un petit détour par la linguistique et la psychanalyse. Et puis on reviendra après sur la question de la décroissance, une fois qu'on a l'imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de l'imaginaire économique? Peut-être pas très différent finalement des questions qu'a soulevé Gilles Rotillon. Alors, si on revient sur son parcours rapidement, hein, Serge Latouche donc, il fait une thèse au Zaïre, hein, sur la paupérisation à l'échelle mondiale, donc 64-66, hein, il est né en 1940, Serge Latouche. Donc c'est une thèse marxiste, hein, où il plaide le développement planifié, l'accumulation rapide et les transferts de technologies. Voilà. Classique de cette époque-là, en quelque sorte. Hein, juste après, il va faire une mission de coopération au Laos, toujours économiste du développement, et là, il a une sorte de crise, hein, on peut faire un mauvais jeu de mots, de crise de foi. C'est-à-dire que la foi qu'il avait dans ce marxisme, qui était pour lui la science, et qui lui permettait d'affronter la question de l'impérialisme, qui était finalement la réalité. Tout ça, c'est en crise face à l'observation qu'il a de ce peuple laotien et de la culture laotienne, finalement, où il dit c'est une société à développer au sens, pas qu'il faut la développer, mais en fait une société qui ne se met pas dans le développement en quelque sorte, parce que elle a un mode de vie, elle a un mode de vie qui n'est pas dans les perspectives économiques, qui n'est pas dans l'accumulation, qui n'est pas dans le calcul, etc., etc. Voilà. Et pourtant il y a un art de vivre. Alors il dit c'est pas idyllique, hein, mais il y a un art de vivre ici, une culture, et ça exacerbe finalement une sorte de schizophrénie, hein, c'est lui qui utilise ce terme. Vous allez voir la question de la science des esprits, la psychanalyse revient tout le temps, hein, et la psychiatrie. Donc il est schizophrène en quelque sorte parce qu'il a fait cette thèse marxiste et en même temps il a commencé à lire, un bon spécialiste du développement, les questions d'anthropologie. Hein. Évidemment, l'anthropologie du développement est très important. Et donc il se sentait un peu mal à l'aise, hein, le cul entre deux chaises, entre cette foi et puis ces lectures-là sur l'importance de ces cultures, sur l'importance des peuples, sur les différentiels, etc. Le Laos fait exploser en quelque sorte, met en tension radicale, et quand il rentre,
je dirais, il n'est plus un économiste du développement. Il revient en France en 68, alors que c'est un moment d'agitation aussi très important, bien sûr, des esprits. Il a un poste de prof. Et là, il y a une deuxième période qui commence, où je dirais il va faire, alors lui il appelle ça l'archéologie des savoirs, au sens de Foucault. Il va faire un grand travail critique, d'analyse critique. Alors il fait son travail de prof, il explique qu'est-ce que c'est que le projet marxiste à ses étudiants, mais à chaque fois il essaye de comprendre, de démonter en quelque sorte qu'est-ce que c'est que le marxisme, de démonter qu'est-ce que c'est que la question de l'impérialisme, de démonter aussi finalement qu'est-ce que c'est que l'économie. Voilà, donc il y a une grande période, vous voyez, qui est en gros pendant les années 70 jusqu'au milieu des années 80, il y a le procès de la science sociale, vous voyez, il va même démonter finalement l'idée de science sociale en quelque sorte. Voilà, donc il est dans ce travail de déconstruction à la Foucault, et ça c'est une période très importante où je dirais il revient finalement sur ce qui le structurait en quelque sorte pendant sa période de thèse et ses croyances dans lesquelles il était. Voilà, je pense qu'il démonte tout ça. Et puis à partir du milieu des années 80, vous voyez, faut-il refuser le développement, un bouquin de 86, là je dirais que c'est une nouvelle période. Alors bien sûr il est toujours dans tout ce travail de déconstruction des problématiques auxquelles il s'est affronté, mais on est dans un autre type d'ouvrage, beaucoup moins académique, il n'est plus en train de s'adresser à l'universitaire, mais il y a ces thématiques-là qui sont présentes, et en même temps on voit bien que là il affiche clairement les thématiques qui sont les siennes aujourd'hui, qui est la question du développement pour lui, on va le voir, c'est un imaginaire qui nous enferme en quelque sorte dans un ensemble de représentations sociales, qui nous empêche de poser les bonnes questions et de trouver les bonnes solutions en quelque sorte. Si je résume à grands traits, c'est ça son idée. Voilà. Et il va développer après tout un ensemble de travaux qui tournent autour de cette question-là, l'occidentalisation du monde, etc., etc. Voilà. Et puis, il y a une dernière période. Vous voyez bien, tout ça s'enchaîne, c'est un peu artificiel de dire période comme ça, comme si les choses étaient très très séparées, mais il y a une dernière période qui appartient des années 2000, et ce colloque, dont j'ai commencé à mettre le nom, là, Défaire le développement, refaire le monde, c'est un colloque qui est organisé à l'UNESCO, et là il dit il y a quelque chose de fondamental qui se passe, parce que toute cette critique du développement qu'il développait avec d'autres, il disait, en gros c'était intéressant, mais il y avait 50 personnes qui venaient nous écouter, voilà, donc le grand soir, nous dit-il, c'était pas pour demain, quoi. Et puis ce colloque en 2002, là, surprise, 700 personnes pendant 4 jours, et puis peut-être autant de personnes qui ont été refusées à l'entrée. Donc il y a quelque chose qui se passe, et en particulier il y a des jeunes qui sont là, et là la notion de décroissance va venir. Voilà, donc il poursuit son travail, il inscrit sa œuvre, mais il va basculer, si je puis dire, dans la notion de décroissance. Et là, c'est la période qu'on connaît la plus, puisqu'on en parle ici en tout cas. Voilà, il va se faire le chantre de la décroissance avec un ensemble d'ouvrages. Vous voyez, ces 4 périodes. Je passe très vite, on va garder du temps. Alors, donc je viens à la deuxième thématique, au deuxième moment de l'intervention, qui est donc la citation, vous pouvez la lire. Alors, ce que je peux peut-être dire d'abord, c'est que Serge Latouche, c'est assez intéressant quand on voit le souci avec lequel il fait œuvre. Voilà. Alors, pas simplement parce qu'il a écrit, je ne sais pas, moi, on ne les a pas comptés, 30, 40 bouquins. Mais en plus, ce qui est très intéressant, c'est comment il compose ses livres et comment il nous donne des clés pour les lire. Voilà. Et notamment, il y a tout un travail qu'on est en train de faire de lecture des préfaces, des avant-propos, et comment à chaque fois il replace effectivement son ouvrage dans le débat, dans le précédent, par rapport au précédent ouvrage, et donc comment il construit tout ça. Et dans ce bouquin-là, notamment, qui est un recueil d'articles qui ont été publiés à différentes époques, finalement, il dit ça, qu'il a le sentiment qu'il n'a écrit qu'un livre, finalement. Alors, non pas au sens de « je me suis répété, j'ai ressassé un peu ». Il y a un petit peu de ça, nous dit-il, mais il y a surtout, voilà, j'ai écrit une sorte de grande œuvre, de grand ouvrage, de grand projet qui était toujours le même, finalement, voilà, avec un ensemble de volumes, mais il dit, voilà, maintenant, il est trop tard pour faire, puis le 20 et 21e siècle sont plus le temps où on fait plus qu'un livre, comme faisait Ricardo, etc. Vous voyez, qui prenaient leur principe d'économie politique, et puis vous savez, ils y retravaillaient toute leur vie, voilà. Non, on n'est plus à faire ça, donc il sera plus temps de le faire, mais finalement, il nous propose une clé de lecture dont on s'est saisi, qui est de dire, voilà, finalement, tous ces livres, forment un ouvrage, comme on faisait des livres, le Capital, avec les différents livres dedans, vous voyez. Je pense qu'on pourrait le lire comme ça, finalement. Et il nous dit, voilà, ce sur quoi j'ai travaillé depuis ma thèse, 66, la paupérisation à l'échelle mondiale, cette thèse marxiste, c'est l'invention de l'économie. Alors, ça nous amène à nous intéresser, qu'est-ce qu'il faut entendre par économie, bien la question a été posée déjà pas mal aujourd'hui, et puis qu'est-ce que c'est que l'invention là-dedans. Alors, on retrouve des choses assez
classique sur l'autonomisation finalement de l'économie. On connaît ces choses-là, pas la peine d'insister, comment c'est un champ qui s'est autonomisé de la morale, d'autres disciplines, etc. Bon, Latouche nous dit oui, toute l'histoire de la pensée économique traduit ça, et puis s'est intéressé à cette question-là, finalement, de travailler un monde finalement qui s'autonomise. Il y a une construction dans les pratiques, c'est toute l'histoire des faits économiques aussi assez classique. Et puis Latouche lui dit voilà, il y a quelque chose sur lequel on n'a pas assez travaillé, c'est une construction sémantique. C'est-à-dire que l'économie, c'est des mots pour le dire, pour parler comme Marie Cardinal. Et donc, il travaille effectivement à partir des dictionnaires, mais aussi finalement des mots de tous les jours. Parce que ce à quoi s'intéresse Latouche, c'est... Alors, j'ai fait un petit jeu de mots avec des parenthèses, c'est l'économique aussi. C'est-à-dire toutes ces manifestations de l'économie. Alors, pas simplement de la part des économistes, mais aussi finalement comment ça imprègne les discours de tout un chacun, finalement, de l'homme de la rue, du banquier, de l'homme d'affaires dont on a évoqué ce matin. Enfin voilà, tout ça c'est l'économique, on baigne dans l'économique, pas simplement parce qu'il est théoricien, mais parce que, voilà, n'importe quel média, on a des mots, on a des représentations sociales, etc. Et c'est là-dessus, effectivement, que Serge Latouche veut nous faire réfléchir. Alors, l'invention de l'économie, il faut aussi s'interroger sur le mot invention. La prise de position de Latouche, c'est-à-dire évidemment il n'y a pas une substance de l'économie, il n'y a pas une sorte d'essence, c'est-à-dire que ça n'existe pas comme ça en tant que tel, il n'y a pas une naturalité en quelque sorte de l'économie, mais c'était une invention humaine. Alors après il y a un grand débat, c'est-à-dire quand est-ce que ça commence. Alors il s'intéresse à Aristote pour repérer le débat entre l'économique et cosmos, et puis la crématistique, comment effectivement déjà il y a cette idée d'accumulation qui est présente, et puis on sait bien comment cette histoire-là va cheminer et devenir de plus en plus importante et occuper finalement la crématistique devenant presque l'économie aujourd'hui. Voilà. Donc je rentre pas dans le débat ici, et lui-même, il essaie de pas trop rentrer, c'est-à-dire à quelle époque ça se passe, ces trucs-là. Donc, mais ce qui l'intéresse, c'est cette histoire, finalement, puis il appelle ça comme une sorte d'aventure humaine. Comme un joli mot, il appelle ça une aventure, c'est-à-dire que ça a été inventé et dans une aventure. Et pourquoi c'est important l'invention ? Parce que c'est l'idée que si on l'a inventé, si on l'a créé, ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être en sortir de ça. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est dans l'ordre des choses, mais c'est dans l'ordre des discours et des représentations sociales. Voilà. Alors ce discours de l'économique, nous dit-il, après, on retrouve là des lectures d'anthropologie sociale. Il dit voilà, c'est un processus historique et culturel, c'est ce qu'il appelle l'occidentalisation du monde, et donc il y a une sorte de mouvement de colonisation, comment nos représentations sociales sont venues imprégner les esprits à l'intérieur de nos sociétés, mais aussi bien sûr dans les autres sociétés. L'économiste de développement qui était Latouche le connaît bien sûr. Et c'est intéressant c'est là je pense qu'il faut comprendre aussi sa hargne sur le mot développement durable, parce que finalement pour lui ça symbolise le développement durable, c'est le développement pour tout le monde maintenant. Vous voyez, avant il y avait que les pauvres, il y avait que les gens du Sud qui avaient des problèmes de développement, voilà. Mais le développement durable, non, c'est maintenant y compris nous. Voilà, on ne sait pas gérer le changement climatique, donc tout le monde est dans le développement maintenant. Et puis durable, ça veut dire qu'il faut faire durer le développement. Comment ça n'existe pas, etc. Mais c'est ça le projet. Et donc c'est le problème pour tous et le problème pour tous les temps. Voilà. Donc pour lui, c'est une espèce de clôture finalement de cet imaginaire de l'économique qui est venu nous imprégner complètement. Je vais prendre le relais rapidement. Donc, vous avez 10 minutes, c'est super. Comme Franck Do vient de signaler, donc pour Latouche, il n'y a rien à faire. L'économie, c'est pas une donnée transhistorique. Au sens de naturel, éternel, on voit bien d'où il parle, mais au contraire une donnée culturelle. Et s'il tient à cela, c'est parce que c'est une position anthropologique, on va le voir. Pour lui, l'économie s'inscrit dans l'ordre culturel, il insiste sur le mot, il le rend équivalent avec l'ordre social très souvent, et fondamentalement cet ordre est irréductible à l'ordre de la nature, à l'ordre naturel. Et donc on retrouve ici les traits d'une anthropologie culturaliste, Franck Dominique l'avait signalé, qui insiste donc sur le caractère, la nature sociale, culturelle de l'homme. Et on n'a plus trop l'habitude maintenant, mais en fait, c'est ici, cette anthropologie culturaliste, une des caractéristiques de ce qu'on appelle encore le freudo-marxisme, qu'on retrouve chez des psychanalystes et des philosophes, comme Herbert Marcuse, Wilhelm Reich, chez certains membres de l'école de Francfort. C'est effectivement un courant de pensée assez important dans l'histoire des idées. Et on peut illustrer très rapidement, dans le peu de temps qu'on a, ce freudo-marxisme, par exemple en mobilisant l'idée qu'on retrouve chez Freud
là je vais citer Latouche, selon laquelle l'homme n'a pas d'instinct, mais seulement des pulsions dont l'objet est déterminé par la culture. Ou encore, on peut illustrer ce courant de pensée en mobilisant cette fois-ci une idée qu'on trouve chez Marx, lorsqu'il écrit que la nature humaine est une création historique. Donc fondamentalement, pour cette anthropologie culturaliste typique du freudo-marxisme, il y a deux points qui sont tenus pour acquis, un point sur lequel on peut difficilement discuter, nous semble-t-il. Le premier, c'est le suivant, donc c'est que l'homme est un animal qui a accès à la fonction symbolique, c'est-à-dire qu'il est capable de se représenter des choses. Le second point, lui, en revanche, peut prêter à débat, mais c'est le suivant: le langage, pris comme lieu des fonctions symboliques, est premier par rapport à l'homme. En d'autres termes, l'homme est créé par le langage et non l'inverse. Donc, la question des origines, donc le débat entre, vous savez, l'œuf ou la poule, qui vient le premier, l'homme ou le langage, c'est un débat assez secondaire du point de vue de Latouche on va dire de Latouche en tout cas, puisque c'est quand même un débat qui a des fortes connotations métaphysiques, qu'on ne peut pas trancher, c'est une question qu'on ne peut pas soutenir, ne serait-ce qu'avec le langage, sauf à se mordre la langue. Selon cette anthropologie, quoi qu'il en soit, notre assujettissement, et là je cite Latouche, au système symbolique nous fait échapper à l'ordre sensible de la nature pour nous enfermer dans celui du sens. Et par voie de conséquence, là je reprends la main, l'économie comme toute la réalité sociale est caractérisée par le phénomène du sens, de la signification, bref, par le symbolique qui structure cette réalité sociale, et l'économie en particulier, qui la structure, et non seulement la structure, mais aussi la régule. Comme aime à l'écrire très souvent Latouche, la réalité sociale se dit et n'en finit pas de se dire, et pas seulement avec des mots, puisqu'elle se dit d'après Latouche, aussi avec des gestes. Alors un geste, pour Latouche, c'est ce que c'est bien, c'est un ensemble d'actes pratiques ou d'actes verbaux qui sont basés sur des représentations. Et on trouve aussi dans cette réalité, outre les mots, les discours, les gestes, eh bien les résultats de ces gestes, qui sont parfois des objets sensibles, qu'on peut, d'après Latouche, appeler des traces des gestes. Bon, en fait, la grille d'analyse qu'on croit, nous, déceler chez Latouche ici, une grille qu'on pense être, parmi d'autres, déterminante dans son parcours et intéressante pour cette raison, c'est tout simplement la théorie lacanienne, en fait, entendue. Alors, on n'est pas psychanalyste, on ne va pas s'ajouter psychanalyste, mais on peut quand même mobiliser 2-3 petits éléments. Cette théorie lacanienne, il faut l'entendre ici comme une lecture linguistique de la psychanalyse. Cette théorie lacanienne emprunte, il faut le savoir, beaucoup à d'autres disciplines, à la linguistique de Ferdinand de Saussure, à l'anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss, et évidemment à d'autres corpus philosophiques. Je ne vais pas faire la liste, elle est longue. Bon, on va dire quand même quelques mots de cette théorie de Lacan, mais on va l'aborder, puisque c'est quand même pas central vu d'où on vient, on va l'aborder par un de ses emprunts, l'emprunt saussurien, à travers donc la conception du langage qu'on trouve chez Saussure, donc un langage comme structure, et à travers la triade assez célèbre qui permet à Saussure de définir le signe. Le signe étant, donc c'est un des points rappelés ici dans le diaporama, le signe n'est rien d'autre que la combinaison, le résultat de l'association immotivée, dit-il, au sens où elle est un peu arbitraire, même beaucoup arbitraire, entre le signifié, c'est-à-dire le concept, l'idée, et le signifiant, c'est-à-dire l'image acoustique, tout simplement, signifié, signifiant, renvoyant à des réalités psychiques. Ça se passe dans la tête, c'est pas ailleurs. Et du fait du caractère arbitraire du lien entre, par exemple, le mot chien et je dis bien le mot, et l'idée qu'on a du chien, eh bien, d'après Saussure, il y a effectivement une dimension arbitraire dans le lien entre le signe et le réel, à savoir le référent, l'objet qui, dans la réalité extérieure, est censé être représenté par le signe, désigné par le signe.
Bon, cette conception du langage saussurienne, on la retrouve chez Lacan, pour qui la réalité d'être humain, en fait, est constituée par 3 niveaux qui sont rappelés ici, 3 niveaux qui s'interpénètrent, le symbolique, l'imaginaire et le réel. Alors, très rapidement aussi, on va illustrer ces 3 niveaux, donc toujours à grands traits. Hein. Pour ça, on peut prendre l'image du jeu, un jeu quelconque. Eh bien, le symbolique serait, si on prend l'image du jeu, les règles du jeu, tout simplement. Donc, ce sont ces règles, la dimension symbolique du jeu. L'imaginaire serait, en l'occurrence, ce qu'on raconte, ce qui se raconte sur le jeu, quel qu'il soit. Et enfin, le réel, eh bien, ça désigne, pour l'image du jeu, l'ensemble des circonstances contingentes qui peuvent être déterminantes dans le déroulement du jeu. On peut noter ici un certain lien de liberté encore entre, cette fois-ci, l'imaginaire et le symbolique. Pour l'étayer, pour l'éclaircir avec un exemple, on reprend l'image du jeu. On peut jouer à un jeu, donc en suivant certaines règles du jeu, mais en se racontant beaucoup de choses très très différentes sur le jeu lui-même. Hein. On peut tous jouer au même jeu, mais en se disant des choses très très différentes sur ce jeu. Donc, évidemment, dans la théorie lacanienne, les 2 termes, l'ordre symbolique imaginaire, renvoient à l'ordre discursif, au langage. Et si on reprend les choses là où on les avait laissées avant le détour par Lacan et Saussure, et si on s'étaye sur ce détour, voilà ce qu'on pourrait dire. On pourrait présenter ça en 3 points. Pour la touche, comme tout système symbolique, l'économie en tant que discours, mais aussi en tant que, on va dire en tant que discours pour l'instant, entretient nécessairement un écart, une distance irréductible avec le réel. En d'autres termes, le signe est irréductible au référent, tout comme l'ordre social, culturel est irréductible à l'ordre naturel. Deuxième point, le réel lui-même est, pour ce qui l'intéresse, l'économie et le social, le réel lui-même est en grande partie symbolique, c'est-à-dire qu'il est censé, avec des mots, des gestes et des traces de ces gestes, comme on l'a dit. Et en cela, le réel est structuré par l'imaginaire, et notamment, la touche va loin, par ce qu'il appelle le fantasme étant donc une construction imaginaire qui a pour fonction de calmer les angoisses du sujet face à la crudité, va-t-on dire, du réel, du référent. Bref, 3e point, l'économie, en tant que discours et en tant que réalité, eh bien, peut fonctionner, puisque c'est un système symbolique, comme un écran. Voilà. Et selon la touche, il convient de saper les assises imaginaires de l'économie. Alors, on peut dire, voilà, en quelque sorte, on pourrait presque dire que la touche, il cherche à faire le psychanalyste. C'est-à-dire à nous faire entendre quelque chose qui va venir briser en quelque sorte cet ensemble de mots, d'économie, de représentation. Comment on peut briser ça, comment on peut rentrer par effraction là-dedans. Et c'est ça qui l'intéresse dans le mot décroissance. Hein, il dit que c'est un mot qui n'est pas très intéressant quelque part, hein, qui n'est pas bien foutu, qui a plein de défauts, etc., etc. Mais ce qui l'intéresse, c'est que ça fait choc. Hein. Voilà, qu'est-ce que ça ? Décroissance ? Voilà. Ça, c'est... Premier point. Voilà. Exactement comme, effectivement, dans la cure, d'un coup, il y a le mot qui va venir et ça signifie quelque chose. Voilà. Et ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a qu'est-ce que le réel peut venir aussi venir fracturer comme ça dans le monde de représentation. Alors, on retrouve des choses assez classiques. Hein, ici, de Castoriadis, sur l'écologie, effectivement, qui a une pensée des limites, hein, ce caractère subversif de l'écologie qui a une pensée des limites. Et puis, éventuellement, ce qu'il dit, la pédagogie des catastrophes. Effectivement, s'il intervient quelque chose, eh bien, d'un coup, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ça nous oblige, effectivement, à réfléchir et à réélaborer, effectivement, quelque chose qui serait de l'ordre du sens. Je pense que c'est ça qu'il essaye de faire, fondamentalement, avec l'idée que si on arrive à briser, finalement, ce système de représentation, eh bien, on pourra être des hommes libres. Je pense que c'est ça son idée, finalement. Voilà. Hein, c'est une théorie de l'aliénation, effectivement, mais qui est construite ici autour d'une idée d'une aliénation psychanalytique. Voilà. S'il y a l'idée d'homme libre, alors comment c'est possible, comment on fait ça ? Il dit que c'est pas très simple. Eh bien, il y aurait le projet ensuite d'auto-instituer une société, c'est-à-dire voilà, les individus, comme le projet de la psychanalyse, finalement, celui qui s'est fait psychanalyser, eh bien voilà, il a réussi à se défaire des oripeaux et donc il peut exister enfin comme sujet. Et donc l'idée ici, ça serait une société qui existerait effectivement avec des sujets pensants, etc. etc. Voilà.
Bon. Je conclue, j'ai juste une petite minute. Alors, je reviens sur la question qu'on n'a pas beaucoup traitée, mais est-ce qu'il y a une cohérence finalement entre des fondements naturalistes à l'économie, ce serait effectivement la lecture georgescu-rohnienne, et puis des fondements symboliques? Moi, je pense pas. Non, je pense que c'est pas cohérent. En fait, ça tient pas ensemble. Et Latouche, d'ailleurs, est assez conscient de ça. Enfin, il le dit que, voilà, il n'y a pas de raccord, en quelque sorte, entre ces deux racines-là. Alors, l'interrogation sur le développement, j'y reviens pas. Une autre façon de dire ça, c'est de dire finalement il s'interroge sur l'institution de l'économie. Et donc c'est assez intéressant de dire finalement, est-ce que Serge Latouche n'est pas un auteur institutionnaliste? Voilà, ça mérite d'être travaillé cette question-là. Alors un étrange institutionnalisme, mais finalement Veblen nous dit que les représentations sociales, les idées, pourquoi on pense, comment on pense, individuellement mais aussi collectivement, c'est ça aussi l'institutionnalisme. Donc c'est aussi un moyen de remettre Latouche dans un monde de référence. Oui, c'est pas c'est Latouche. Non, c'est. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là. Et je suis d'autant plus intéressé à cette question-là que je trouve que dans nos débats sur le développement durable, effectivement, il y a un impensé complet tout le temps. Enfin, je trouve très répandu sur l'économie. Voilà, les trois piliers de l'économie. Il y a l'économique, du développement durable. Il y a l'économique, il y a le social. C'est quoi l'économique? On ne sait pas. Puis on nous parle de l'économie verte. C'est quoi l'économie? On ne sait pas. Enfin, voilà. Et puis, Latouche, il y a aussi une interrogation, je pense, sur le durable, développement durable. Il y a aussi une interrogation sur le durable, c'est que je pense qu'il est assez proche d'une certaine figure qui est développée par des philosophes. Je pense à Gunther Anders, qui est cité en fait par Latouche, qui est la figure du compte à rebours, qui rejoint effectivement, je pense, ce que disait Gilles Rotillon, parce que le durable, c'est l'idée qu'on a la durée devant nous, justement, les générations futures. Voilà, qu'est-ce qu'on va léguer? Mais est-ce qu'on aura le temps de faire ça? Voilà. Est-ce qu'on n'est pas justement à devoir reconstruire une idée du temps qui est plutôt le compte à rebours? Voilà, le temps est compté. Et peut-être que l'enjeu du développement durable, c'est pas la durée, vous voyez, c'est plutôt le temps qui nous reste. Pas tout à fait la même chose, je pense. Voilà, merci. Merci pour cet exposé.